Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, fondements, difficultés et actualité du concept de légitimité. Ludivine Damet. ULB. Vincent Jacquet. UC Louvain. Toutes les formes de domination cherchent à entretenir la croyance en leur validité, pour reprendre une formulation de Max Weber, 1995/286. Toutes les sociétés à différentes époques ont institué des formes d'ordre politique, quelles qu'en soient les modalités, pour se préserver, se défendre et pour gérer au mieux leur avenir. Cette forme d'invariant ou d'universel ne peut complètement reposer sur la violence ou la menace de la violence, cela serait trop coûteux et peu efficace. Le pouvoir politique, s'il exerce bien évidemment des formes de coercition, repose surtout sur l'intériorisation par les individus socialement fabriqués, des significations instituées par la société considérée. Castoriadis 1998/160. L'une de ces significations parmi les plus centrales, touche au fondement, à l'origine du pouvoir politique et concerne ainsi sa légitimité. Quelles sont les croyances qui animent la société et qui permettent à celle-ci de se gouverner selon certaines modalités? Au nom de quoi, de quelles valeurs, de quelles normes, de quelles procédures, etc., ceux qui décident le font-ils? Au nom de quoi ceux qui obéissent, le font-ils également? Si toutes les formes d'ordre politique et toutes les sociétés sont confrontées à cette question de la légitimité, il ne va évidemment pas de soi que les réponses qu'elles lui donnent soient identiques. La légitimité, au-delà de l'universalité de son questionnement, varie par les significations qui lui sont données, dans le temps, d'un contexte culturel à l'autre, d'un régime politique à l'autre. Cette notion a fait l'objet de travaux en philosophie politique, Bastide 1967, Goyard-Fabre 1990, en anthropologie politique, Ballandier 1967, en sociologie politique, Braud 2011, Lagroix, François Savicki et al. 2012. Elle figure également comme un concept central dans de nombreux manuels de sciences politiques, Cohen, Lacroix, Rioux-Tort et al. 2009, Balzac, Baudouins, Jamin et al. 2014. Une question légitime, elle aussi, vient dès lors à l'esprit, pourquoi y revenir encore? Parce que le contexte de crise, sans entrer dans le débat sur l'usage du terme et de remise en cause du monde politique traditionnel, Papadopoulos 2013, la critique de la post-politique, Mouffe 2005, ou encore de post-démocratie, Rouge 2013, ou encore les épisodes multiples des apostrophes, effervescence politique dans la rue, Augien-Laugier 2014, démontre que si de nombreux auteurs se sont penchés sur le concept, il est pertinent de l'aborder à l'aune des pratiques politiques contemporaines qui le questionnent en contexte démocratique. Les décisions politiques urgentes qu'il faut prendre pour répondre à des enjeux criants, le climat, les migrations, l'économie, la gestion d'une pandémie pour n'en citer que quelques-uns, les institutions et les personnes les mieux à même de gouverner, la place des experts ou du peuple dans ce régime sont au cœur des débats politiques de manière quotidienne. La démocratie est remise en question de multiples façons. Dans ses présupposés, la représentation politique, ses prétentions, la participation de chacun, ses fonctionnements et dysfonctionnements, le système particratique, la professionnalisation des élus, dans ses résultats, l'inégalité des chances dans le système scolaire. D'autres dispositifs sont inventés, expérimentés ou simplement réclamés. Dans les soubassements de ces expérimentations ou de ces contestations, se logent les réflexions sur les formes que prend ou devrait prendre la légitimité démocratique aujourd'hui. Le climat est donc propice à réinterroger ce qui constitue la légitimité contemporaine dans un contexte démocratique, comme le soulignent aussi plusieurs ouvrages récents, Rosanvallon 2008, Hatzfeld 2011, Sternberg 2013, Augien-Laugier 2014. Dans ce cadre, l'objectif de ce volume consiste à mettre en lumière la vitalité et l'importance des apports de la science politique sur la question. Les contributions rassemblées mobilisent toute la notion pour appréhender les transformations des démocraties contemporaines. Il ne s'agit pas de rendre compte de manière exhaustive de la manière dont le concept de légitimité a pu être défini et utilisé antérieurement, ni de dresser le portrait de celui-ci dans toutes ses déclinaisons contemporaines. Nous avons voulu, plus modestement, déployer la notion au travers de travaux théoriques et empiriques pertinents, pour en montrer l'actualité, mais également les difficultés. Dans cette introduction,
nous revenons dans un premier temps sur la centralité de la notion dans l'étude des phénomènes politiques tout en pointant les difficultés associées à son usage. Nous éclairons ensuite les ressorts multiples sur lesquels s'appuie la légitimité du pouvoir, en remontant notamment aux travaux de l'anthropologie politique. Dans un troisième temps, le débat sur les acteurs porteurs de la légitimité est posé et nous constatons une évolution marquante vers une gamme élargie des acteurs concernés. Après cela, nous verrons que la perception de la légitimité touche aussi d'autres acteurs du politique. La question des dispositifs perçus comme légitimes sera traitée. Avant de passer à la présentation du plan de l'ouvrage et des chapitres qui le constituent, nous terminons ce chapitre introductif par la notion de légitimation et ce qu'elle amène comme vision processuelle, contradictoire et contextualisée de la légitimité. 1. Une notion centrale mais complexe. La légitimité est un concept central en sciences politiques, pour ses différentes branches. L'interrogation sur la forme du souverain légitime en théorie politique est au cœur de la discipline, mais remonte bien plus loin. Presque vieille comme le monde, l'idée de légitimité par ses lointaines racines remonte ou bien aux structures primordiales de la religion ou bien à la tragédie grecque. Goyard Fabre 1990/235-236. La philosophie politique en fait le cœur de son propos. Les auteurs réfléchissent aux critères normatifs ou substantiels selon lesquels un souverain, plutôt qu'un autre, devrait gouverner. On retrouve cette question chez Platon par exemple. Il revient au philosophe de régner sur la cité, au nom de la supériorité du savoir qu'il détient sur la satisfaction des besoins et sur la force, Prado 2010. La légitimité irriguera évidemment les penseurs modernes, dans les théories du contrat. Hobbes, Locke et Rousseau pensent la légitimité du pouvoir au regard de l'association contractuelle des individus composant la société qui est au fondement de celui-ci, L. 2006. C'est sur la participation de chaque individu, acceptant de céder son pouvoir à ce contrat que la légitimité du gouvernant à gouverner est fondée, Manin 1985. Un autre débat ouvert par la philosophie politique de manière ancienne concerne les liens entre légitimité et légalité dont la racine commune est la loi. Lex. Ce qui est légal est-il forcément légitime ? Goyard Fabre 1990. Les travaux de philosophie politique éclairent donc les idéaux normatifs qui guident la sélection du bon souverain, la manière dont le pouvoir devrait légitimement s'exercer, les limites qu'il devrait respecter. Depuis la fin du XXe siècle, ces travaux sont également aux prises avec la crise. Habermas, dans son ouvrage Raison et légitimité, 1978, évoque une tendance à la crise de légitimité des démocraties dans les sociétés du capitalisme avancé. En effet, les démocraties et leurs administrations sont incapables de pallier les problèmes suscités par l'économie capitaliste et s'en trouvent contestées. En sociologie politique, cette interrogation naît avec son fondateur, Max Weber. Pour nombre d'observateurs, la pensée de Weber signe une sorte de division du travail entre la philosophie politique et les sciences sociales, Fossen 2013/426. Pour Weber, la légitimité est moins une qualité attribuée à un pouvoir qu'une situation relationnelle. La légitimité dépend en effet de la croyance en la validité d'un ordre, qui dépend de la représentation que s'en font ceux qui participent à cet ordre. Un ordre politique est d'autant plus stable qu'il est perçu comme légitime, Weber 1995/65, qu'il est intérieurement perçu comme tel, ce qui n'exclut pas qu'il le soit aussi extérieurement par la contrainte ou la réprobation, Weber 1995/71. Weber ouvre ainsi la voie à une approche plus compréhensive de la légitimité, qui s'extrait de la nécessité d'établir les critères normatifs associés à celle-ci. Il s'agit davantage de comprendre les croyances, les représentations des individus et le sens qu'ils donnent à leurs actions. Dans le prolongement de ce premier élément d'analyse, Max Weber a également éclairé les fondements de la domination considérée comme légitime par les individus. Sa théorie de la légitimité explicite les fondements de la domination légitime, qui renvoie soit à la tradition en vertu de la validité de ce qui a toujours été, soit à une croyance d'ordre affectif ou rationnel en valeur, soit en vertu d'une disposition positive à la légalité de laquelle on croit, Weber 1995/72. La forme de légitimité la plus courante dans l'époque contemporaine selon Weber
consiste en la croyance en la légalité, c'est-à-dire à des statuts formellement corrects et établis selon la procédure d'usage, Weber 1995/73. Mais ces idéotypes de la domination légitime selon Weber ne sont que des formes épurées, qui n'ont jamais existé telles quelles dans la réalité, qui évoluent dans l'histoire et qui souvent se combinent. Les raisons pour lesquelles les individus croient en la validité d'un ordre ne sont donc pas uniques, elles sont à la fois intériorisées, soutenues par des croyances ou par la perception de leurs intérêts, et garanties extérieurement par des conventions ou des normes de droit, Weber 1995. Au travers de ces éclairages succincts, on comprend combien la notion est centrale pour les différentes approches de sciences politiques. À sa centralité s'ajoute son caractère polémique et complexe. Les travaux de Weber sont toujours discutés, parfois âprement, Durand 2009, Dogan 2010. La légitimité fait partie des essentially contested concepts de la discipline, Schneider 2008, ainsi que les problèmes méthodologiques qu'elle charrie. La difficulté d'étudier la légitimité tient à ce qu'elle mêle sans cesse le normatif, la réflexion sur les valeurs centrales en démocratie et l'empirique, ce qui constitue les ressorts d'un régime légitime pour les membres d'une société donnée. À titre illustratif, les théories de l'intégration européenne proposent des schémas explicatifs de la construction de l'ordre institutionnel européen, tout en développant en creux une certaine conception du bien fondé de celui-ci, Sauruger 2010. Un article de Jean Léca, 2000, aborde ces questions. La légitimité est un des exemples pris par l'auteur pour exprimer les relations à la fois symbiotiques et contradictoires entre la science politique et la démocratie. Léca discute différents arguments en faveur ou défaveur de l'usage du terme de légitimité et différentes options méthodologiques. Faut-il établir des critères d'après lesquels analyser la légitimité d'un acteur? Lesquels? Faut-il étudier les effets des décisions sur l'obéissance ou le soutien de la population? L'auteur termine cependant en insistant sur l'utilité de maintenir ensemble le normatif et l'empirique. Il s'agit, comme David Betham 1991, le fait, de distinguer et contextualiser les assertions de légitimité avant de ou afin de mieux les insérer dans l'histoire des principes légitimants, Léca 2000. 2. Entretenir la croyance. Mais sur quel ressort s'appuient les autorités publiques pour faire valoir leur légitimité? Comment entretenir la croyance, que celle-ci soit fondée sur la tradition, le charisme ou le recours à la loi? C'est un des mérites de l'anthropologie politique que d'avoir mis en lumière les ressorts de légitimation des gouvernants. Riutort 2009/555, indépendamment de l'existence d'un État ou d'un système juridique moderne. Pour susciter la croyance, il ne faut pas sous-estimer la mobilisation de récits, les mises en scène pour justifier le procédé d'inversion qui alimente le sentiment d'obligation indéfectible que les gouvernés auraient contracté à l'égard des gouvernants. Riutort 2009/556. Au cœur de ce sentiment de dette à l'égard des puissants que les dominés éprouvent, on trouve leur fonction bienfaitrice et protectrice. Maurice Godelier, 2007-2015, évoque ainsi de nombreuses sociétés au cours de l'histoire dans lesquelles les fonctions politiques et religieuses se différencient, et dans lesquelles les gens du commun qui n'étaient ni des prêtres ni des puissants se vivaient eux-mêmes comme endettés de façon irréversible vis-à-vis de ceux qui leur procuraient les bienfaits des dieux et les gouvernaient. Dettes pour leur existence, leur subsistance, la survie de leurs enfants. 2007/219-220, 2015/231-232. L'analyse de l'action publique contemporaine va dans le même sens. Il est communément admis que les systèmes de protection sociale et les systèmes scolaires ont été des facteurs de la légitimation des États-nations, Gellner 1989, Campbell 2012. Ceci fait le lien avec la notion d'output legitimacy développée par Fritz Scharpf, 2000. Les autorités publiques sont légitimes, non pas seulement en raison du fait que les gouvernants sont bien en phase avec les gouvernés, qu'ils ont bien été choisis par eux et que les gouvernés participent aux choix qui les concernent, ce qui correspond à l'input legitimacy, mais également en raison de leur performance en vue d'assurer le bien-être de la communauté. À nouveau, de nombreux problèmes se posent à l'analyse. La complexité du monde contemporain démontre que la légitimité du pouvoir politique est insérée dans un jeu à plusieurs niveaux, Scharpf 2009.
La légitimité d'un gouvernement provient pour partie de la perception qu'en ont les citoyens, mais son action est fortement dépendante d'autres acteurs politiques, qu'ils soient régionaux, locaux ou supranationaux. Les citoyens évoluent dans des contextes où l'enchevêtrement des responsabilités entre les acteurs politiques rend la lisibilité et l'imputabilité des décisions extrêmement complexes. L'évaluation des effets de l'action publique est en ce sens difficile à effectuer. L'imputation des effets à telle politique ou à telle autre, dans la mesure où les politiques font système, n'est pas univoque. Par ailleurs, les gouvernants sont évidemment pris dans la nécessité de revendiquer les effets de leurs actions, de justifier les choix qu'ils ont pris pour gérer certains problèmes. Ainsi, il est question de protéger, de fournir du bien-être, mais aussi de le faire savoir, de montrer que les institutions, que ceux qui occupent certaines fonctions, sont capables de faire advenir une société qui correspond aux valeurs socialement acceptées. Là encore, l'anthropologie politique a démontré l'importance des mises en scène, de la théâtralité du pouvoir et des rituels du politique pour asseoir sa légitimité, Abel 1990. Il s'agit de montrer la magnificence et la grandeur du pouvoir, la distance par le respect des protocoles, mais aussi de faire preuve de prodigalité, de redistribution. Riotort 2009 sur 556-558, ou encore de proximité avec les gouvernés Rosan Vallon 2008. Pierre Bourdieu, 1982, a lui aussi montré combien le travail symbolique du pouvoir politique est nécessaire pour asseoir la légitimité de la domination. Il s'agit de montrer sa grandeur, sa capacité à défendre l'intérêt général, à façonner et solutionner les problèmes rencontrés dans la société, mais il s'agit aussi de discréditer d'autres prétendants en évoquant leur incapacité à incarner l'intérêt des gouvernés et à le défendre. Un ensemble de producteurs symboliques sont d'ailleurs enrôlés pour atteindre cet objectif, à côté des gouvernants. Ils varient selon les époques et les contextes, mais les intellectuels, artistes, architectes, juristes, experts, spécialistes de la communication ou des réseaux sociaux contribuent à asseoir, parfois involontairement, par différents récits et différents médias, la grandeur ou simplement la nécessité du pouvoir politique ou encore la capacité de certains hommes et de certaines femmes à incarner, à représenter la société. Le métier de communicant politique, en tant que spécialiste engagé directement par les professionnels de la politique, prend également de l'ampleur depuis les années 1960, Le Gavre 2005, signe de ce que Bernard Manin appelle la démocratie du public, Manin 1996. Au-delà de ces experts de la communication, Benedict Anderson, 1983, et d'autres, Hobsbawm, Ranger 1983, ont aussi montré comment le travail sur la tradition, l'histoire, les musées, le patrimoine culturel entretient l'imaginaire national, l'identité d'une communauté politique et la légitimité des titulaires du pouvoir. La légitimité d'un pouvoir politique ou d'une unité politique renvoie ainsi au débat sur sa capacité à faire naître un sentiment d'appartenance à la communauté, Duchesne 2006. Dans le discours des institutions européennes, pour prendre un exemple actuel, le déficit de légitimité de l'Union serait lié à la faiblesse du sentiment d'appartenance à l'Union qu'il faudrait renforcer, notamment par un travail de communication sur les bienfaits de l'UE auprès des citoyens, Delmotte 2008, Damet Delmotte 2018. 3. Des acteurs légitimes. La légitimité a traditionnellement renvoyé à un questionnement sur le pouvoir politique, sur le choix des gouvernants, sur la nécessité pour eux de justifier leur domination auprès des gouvernés. On l'a déjà dit, la légitimité éclaire une relation entre les gouvernants et les gouvernés. Or, les acteurs politiques sont de plus en plus souvent mis sur la sellette. Ils ne paraissent plus forcément légitimes aux yeux des citoyens. Ce manque de légitimité des acteurs politiques renvoie à la question de la représentation politique et aux critiques dont elle est l'objet. La légitimité des représentants politiques provient traditionnellement, dans un système démocratique, de l'élection qui s'est imposée comme technique pour choisir les représentants. Or, l'élection, basée sur un principe majoritaire, n'est pas suffisante comme principe de justification démocratique, Manin 1985, Rosan Vallon 2008. Cet argument théorique renvoie au fait que le pouvoir politique, au moins depuis l'époque moderne, est basé sur un principe d'individualité et d'égalité de tous. Chaque être humain a les mêmes droits,
c'est au nom de ce principe qu'est fondé le contrat social. Le pouvoir politique qui découle de ce constat est légitime s'il procède de la volonté de tous, associés par contrat. Ainsi, pour être rigoureusement dans l'égalité, l'unanimité seule est le principe de légitimité, selon les termes de Bernard Manin, 1985/75. En effet, aucune distinction entre individus ne peut justifier en soi qu'il y ait une majorité qui décide pour une minorité. Mais pour des raisons d'efficacité, notamment, de gouvernabilité, la technique de l'élection et le principe majoritaire se sont imposés. Selon Bernard Manin, 1985, si l'individualité et l'égalité demeurent au cœur de la justification du pouvoir, c'est la participation de tous à la délibération qui rend légitimes les décisions prises dans une démocratie. La démocratie représentative pose donc un problème de justification normative. Cela dit, la représentation est également critiquée du côté de la sociologie politique. Indépendamment de cette période de crise, la trahison serait au cœur même du principe de représentation. En effet, le décalage entre représentants et représentés serait inhérent en réalité à la représentation elle-même. Le représentant a beau prétendre représenter et comprendre ceux qu'il représente, parler et agir en leur nom, il serait toujours forcément à côté de ce que les représentés souhaitent, voire ne souhaitent pas encore. La représentation constituerait un coup de force symbolique, selon Bourdieu, dans la mesure où le représenté ou un groupe de représentés n'existe pas vraiment, ne peut avoir une volonté préexistante déjà là, sur les sujets au nom desquels le représentant parle à sa place. C'est parce que le représentant existe, parce qu'il représente, que le groupe représenté symbolisé existe et qu'il fait exister en retour son représentant comme représentant d'un groupe. Bourdieu 1987/194. Sans cesse, les représentants invoquent donc des volontés collectives, des communautés supposées, des valeurs prétendument partagées qui n'existent pas réellement, mais ces discours contribuent de manière performative à leur existence et légitiment en retour ceux qui s'en font les porte-paroles. Ce qui aujourd'hui est problématique, c'est que la perception du décalage s'approfondit, qu'il est plus visible, qu'il produit davantage de méfiance de la part des citoyens. Le rétablissement d'une relation démocratique entre gouvernés et gouvernants passe au premier chef par le rétablissement d'un rapport de confiance, aujourd'hui fortement dégradé. Rosanvallon 2015/324. Or, paradoxalement, la confiance joue dorénavant un plus grand rôle, parce que la qualité représentative s'est dégradée, Rosanvallon 2015/325. La dégradation de la qualité représentative ne signifie pas que les élus d'aujourd'hui soient moins compétents qu'hier, ou qu'ils remplissent moins bien leur rôle. Elle signifie davantage que la représentation n'est plus seulement un statut qui confère une fois pour toutes la légitimité, qu'elle est mise sous pression par d'autres formes de légitimité, qu'elle ne peut plus se retrancher derrière les élections de manière définitive. Dans un monde de plus en plus individualisé et dont les institutions sont désacralisées, pourquoi un élu aurait-il un avis plus éclairé, plus proche de l'intérêt général qu'un citoyen, qu'un chef d'entreprise, qu'un porte-parole d'une association militante ou qu'un expert scientifique? Pourquoi les citoyens feraient-ils davantage confiance à des professionnels de la politique de plus en plus déconnectés des réalités sociales en raison de l'endogénéité de leur recrutement? Des lois, IHL 2008. À cet égard, on peut discuter le renouveau des analyses théoriques sur la représentation depuis les années 1990, Mansbridge 1999, Urbinati Warren 2008, Saward 2009. Ce renouveau serait suscité par différents facteurs. La prise de conscience de la marginalisation de groupes et de minorités dans les structures classiques de représentation, une certaine désaffection citoyenne pour la politique classique qui ne signifie pas forcément une dépolitisation, le développement d'entités supranationales et enfin, la domination du courant délibératif qui développe les questions du qui délibère, dans quel lieu, à quel sujet et comment. Parmi ces travaux, l'approche de Michael Saward montre que si la légitimité des représentants élus est questionnée, c'est parce qu'elle n'est pas liée à un statut qu'on possède, mais à des prétentions multiples, à la représentativité, à des actions, des attitudes et à la manière dont ces prétentions sont reçues, reconnues ou contestées par les uns et les autres. C'est donc un processus toujours en cours, une forme d'économie de la représentativité.
Différentes prétentions à être représentatifs, portées par des acteurs divers, se confrontent ainsi à des publics qui peuvent les reconnaître, les accepter comme valides. Ces audiences peuvent se composer différemment, des citoyens, des habitants, des fonctionnaires, une partie de l'opinion publique, etc., selon le contexte et la fonction que le représentant prétend exercer. Reffel 2005. Adopter cette perspective, dit Saward, c'est ouvrir la potentialité que des prétentions à être représentatifs réalisées par des personnes non élues soient légitimes et reconnues comme telles. 2009/3. Si l'autorisation fait classiquement partie des critères de définition de la représentation politique reposant sur le jeu électoral, il faut élargir cette notion à la reconnaissance par une partie du public de la qualité du représentant. Rehfeld 2006. D'autres acteurs, des citoyens, des experts, des collectifs, se font ainsi les porte-paroles de groupes divers et revendiquent leur légitimité à s'exprimer sur certains sujets, à agir pour régler certains problèmes, en dépassant ou en s'associant à la représentation politique classique. Ils le font parfois, en inventant des modalités procédurales délibératives. Pensons aux procédures de budget participatif, aux G1000 et G100, aux forums citoyens. La légitimité vient d'ici d'une procédure au cours de laquelle des individus s'informent, échangent leurs points de vue et co-construisent des propositions. Jacquet Rechamp 2017. Si le simple citoyen est appelé en renfort par les représentants élus, les experts le sont également au chevet des autorités publiques. À nouveau, face au déficit de légitimité dont celles-ci font l'objet, les responsables politiques pensent pouvoir se donner, en s'appuyant sur des avis extérieurs, une image participative et plus démocratique, tout en légitimant leurs décisions. Jacob Genard 2004/7. 4. Dispositif. La légitimité n'est pas seulement une affaire d'acteurs ou de représentants, au sens large, perçus comme légitimes. Comme l'a montré Jacques Rancière, 1995, au travers de la logique de mésentente, toute discussion est gouvernée par la dispute autour de la légitimité des objets mis en débat et de la légitimité de ceux qui veulent en faire un objet de débat. Ruy 2009. Il s'agit donc aussi de penser les objets des discours, la manière dont les problèmes sont configurés, dont des solutions, des dispositifs compris comme un assemblage de discours, de normes, de pratiques, d'objets, au sens foucaldien, Foucault 1975, sont proposés. Est-il légitime, ou du moins perçu comme tel, de légiférer sur certaines conduites dès lors que cela signifierait une immixtion importante dans la vie quotidienne des individus, de les contrôler et de garder des traces matérielles de leurs activités? Est-il légitime d'amener sur la table la vie privée d'un candidat à une fonction représentative, lors d'un débat public? Est-il légitime qu'un représentant d'une association de quartier s'exprime sur une question de gestion communale globale? Les acteurs politiques, mais pas seulement eux, produisent des significations, des visions du monde, classent, ordonnent, priorisent les enjeux et les solutions proposées. Les problèmes publics, le chômage, l'environnement, le climat, les libertés publiques, le devenir d'un quartier ou d'une ville, etc., sont façonnés par des acteurs à travers un processus de production du sens. Husfield 2009 a bien montré dans son ouvrage La culture des problèmes publics que tous les problèmes sociaux ne se transforment pas en problèmes publics et que lorsqu'ils le deviennent, les explications causales derrière le phénomène et les solutions préconisées, les dispositifs d'action publique pour traiter cet enjeu, sont le fruit d'un processus, de rapport de force, de compromis, etc. La perception du problème que constitue par exemple la conduite en état d'ivresse n'est pas aussi naturelle ou évidente qu'elle n'en a l'air. Cette perception est en effet le résultat d'opérations de construction des accidents automobiles comme un problème de société, devant être pris en charge par des agences publiques et par des fonctionnaires publics. Husfield 2009/3. Le fait de transformer un problème social en problème public légitime va s'appuyer sur des controverses, des prises de position, des interactions, dans des arènes publiques. Cefaï 1996. Des acteurs multiples participent à cette construction et se revendiquent de différentes formes d'expertise, profane, experte ou encore de contre-expertise. Ce processus de construction de problèmes publics a aussi des effets sur les acteurs, qui peuvent en sortir grandis, voire plus légitimes, pour intervenir ensuite dans le traitement du problème par exemple. La légitimité des acteurs et des objets qu'ils font parler, ou pour le dire autrement, dont ils se font les porte-paroles,
la légitimité d'un dispositif qui assemble des discours, des modalités pratiques et des objets, peuvent ainsi se constituer dans un même mouvement. Pour David Easton 1974, un des auteurs classiques de la science politique, la légitimité peut également porter au-delà des acteurs politiques qui exercent le pouvoir sur la communauté et le régime politique. Dans l'approche systémique d'Easton, le système politique ne peut fonctionner que grâce à un certain nombre de soutiens qui renforcent la légitimité du système. Les soutiens explicites ou diffus peuvent porter sur la communauté politique, ce qui renforce sa cohésion, son identité en tant que communauté d'appartenance, ou sur le régime politique, ce qui appuie les valeurs et les principes sur lesquels il est construit, comme le pluralisme ou l'égalité devant la loi. L'indifférence ou l'apathie constituent également des formes de soutien neutre au fonctionnement du système. En lien avec ces objets de la légitimité, on peut certainement faire le parallèle entre le soutien qui demeure important dans les sondages envers la démocratie comme valeur, voire la confiance qui reste placée en certaines institutions, et le discrédit croissant des hommes politiques et des partis, Norris 2011, Dalton Welzel 2014. 5. DGESPROCESSUSDYNAMIQUES CONTRADICTOIRESET CONTEXTUALISES. Selon certains auteurs, dont Jacques Lagroix, 1985, la notion de légitimité a un caractère trop statique, comme si celle-ci était un acquis. Jacques Lagroix lui préfère la notion de légitimation pour signifier le processus qui tend à faire paraître un régime, un responsable politique, une décision ou un objet de l'action publique, comme légitime. La légitimation, comme un travail permanent, un processus toujours en cours semble davantage en prise avec la réalité contemporaine dans la mesure où l'État aujourd'hui doit convaincre en rejouant en permanence sa légitimité face à des acteurs sociaux qui ne sont plus prêts à lui concéder l'exclusivité de la norme. Foessel 2005 sur 241. La légitimité jamais acquise reste toujours précaire, continuellement remise en jeu, dépendante de la perception sociale de l'action et du comportement de l'institution. Rosanvallon 2008 sur 19. Elle s'actualise au travers d'une dynamique dans laquelle les détenteurs du pouvoir cherchent à s'assurer de cette validité, en témoignant de gages appropriés. Cela dit, ces processus de légitimation varient dans le temps, dans l'espace, en fonction des croyances socialement acceptées, en fonction des valeurs des sociétés, qui déborde ainsi largement le jeu de la politique institutionnalisée à proprement parler. La légitimité de proximité, par exemple, est relativement récente, Rosanvallon 2008. S'imposant à la fin des années 1990, elle signifie à la fois une attention à la particularité des situations et des contextes, une posture du pouvoir qui témoigne de l'empathie, de la présence physique, une modalité de relation faite d'écoute, d'accessibilité entre gouvernants et gouvernés, Rosanvallon 2008 sur 267 et suivantes. Ces transformations de la légitimité du pouvoir s'inscrivent plus largement dans une société qui valorise l'estime de soi, la reconnaissance de chacun, la valorisation de l'authenticité et de la similarité. L'importance de voir des vies ressemblantes à la sienne compter socialement. Rosanvallon 2008 sur 297, vient de transformation sociétale et s'inscrit aussi ailleurs que dans les relations de légitimation entre gouvernants-gouvernés, dans les transformations du champ médiatique par exemple, Cardon, Heurtin, Lemieux et al., 1995. De plus, ces processus de légitimation rencontrent des pratiques de délégitimation et d'opposition qui visent à décrédibiliser, contester la validité des prétentions à la légitimité d'un acteur ou d'un dispositif. Ces résistances peuvent prendre des formes diverses, se faire publiquement, s'assumer comme politique, lors de mobilisations dans la rue, ou pas, comme lors des carnavals où sont caricaturés les gouvernants, mais aussi prendre des formes moins explicites, se faire à bas bruit sans en avoir l'air, dans les pratiques quotidiennes, Scott 2009. Ces pratiques peuvent avoir un impact sur la domination politique, la forcer à adopter de nouveaux comportements, à se justifier, voire susciter un renouvellement partiel de certains cadres trop égratignés par les entreprises de délégitimation, Riutort 2009. Mais souvent, il s'avère difficile de mesurer l'impact exact de ces résistances,
d'autant que l'apathie peut suppléer la loyauté en maintes situations et suffire amplement aux gouvernants pour se maintenir au pouvoir et exercer leur activité. Riotort 2009 sur 566. D'un point de vue méthodologique, cette perspective impose certainement de croiser différentes méthodes d'enquête, à la fois qualitatives et quantitatives, pour saisir ces jeux, cette économie de prétention à être légitime, les réceptions dont elles font l'objet, la nature des sentiments qu'elles provoquent, les appuis sur lesquels les acteurs jouent en fonction des situations, des contextes. La perception de la légitimité des acteurs et des dispositifs se construit au cœur de processus dynamiques, contradictoires, contextualisés, entremêlés. Ainsi s'expliquent sans aucun doute les difficultés méthodologiques à l'étudier. 6. Plan de l'ouvrage. Les contributions rassemblées dans cet ouvrage collectif attestent de cette diversité d'approches théoriques et méthodologiques de la légitimité. À leur manière, elles partagent toutes le double constat d'un certain essoufflement du modèle électoral représentatif traditionnel et la nécessité d'observer comment ce qui constitue la légitimité en sort transformé dans les démocraties contemporaines. Dans la première partie de cet ouvrage, la légitimité est mobilisée comme idéal de bon gouvernement. Qu'est-ce qu'un système politique légitime et comment devrait-il fonctionner ? Dans le champ de la théorie politique, les 3 premiers chapitres s'attachent à analyser la valeur normative de la démocratie, ses incarnations institutionnelles et ses justifications. Juliette Roussin met à l'épreuve les approches épistémiques de la démocratie, c'est-à-dire les justifications selon lesquelles les procédures démocratiques doivent permettre de faire émerger les meilleurs jugements politiques possibles. En d'autres termes, la démocratie est-elle préférable à tout autre régime parce qu'elle donne de meilleurs résultats ? En mettant ces approches en discussion avec les conceptions procédurales de la démocratie, l'auteur critique la possibilité de justifier la démocratie sur cette seule base. Dans le chapitre suivant, Pierre-Étienne Vandamme s'interroge sur la coexistence de différentes sources de légitimité dans les démocraties contemporaines. Pour pallier les imperfections de l'élection, plusieurs modalités de prise de décision sont en effet proposées, voire institutionnalisées. La démocratie directe, le tirage au sort et la technocratie. Celle-ci repose sur des logiques différentes, voire opposées à celles qui président à l'élection de mandataires. Le chapitre analyse les vertus ainsi que les limites de la coexistence de ces différentes légitimités au sein d'un même régime politique. Dans le 3e chapitre, Mathias Elberoumi et John Pitzey se concentrent sur la légitimité d'une pratique particulière dans les démocraties parlementaires, la flibusterie qui consiste à utiliser les règles de l'Assemblée pour ralentir les débats, voire empêcher un vote. On peut par exemple évoquer les dépôts d'une multitude d'amendements lors de discussions d'un projet de loi, ou les prises de parole particulièrement longues. À travers l'étude de ces actes à la frontière entre le fonctionnement sain et pathologique d'une démocratie représentative, les 2 auteurs proposent une réflexion sur ce qui constitue une délibération légitime et comment en utiliser les principes. Les 3 parties suivantes quittent le domaine de la théorie politique pour proposer des analyses empiriques sur la façon dont la légitimité est revendiquée, contestée et transformée dans les régimes politiques démocratiques contemporains. La seconde partie s'intéresse à la légitimité revendiquée par les gouvernants et ceux qui aspirent à l'être. À partir d'une enquête par entretien réalisée auprès de ministres et présidents de partis belges, Vincent Jacquet et Nathalie Chiffino étudient comment ces acteurs centraux justifient le bien-fondé de leur position de gouvernants. Face à la méfiance croissante des citoyens, les auteurs montrent comment les interviewés puisent dans différents registres de légitimation et continuent d'en appeler à la représentation électorale comme horizon indépassable de la démocratie. En s'intéressant au même contexte national, le chapitre suivant analyse la position de ceux que l'on présente parfois comme les principaux challengers des partis traditionnels déclinants, les partis dits populistes. À partir d'une analyse de discours des documents produits par le Parti du travail de Belgique, gauche radicale, et le Parti populaire, droite radicale, Benjamin Biard, Jehan Bottin et François Debras étudient comment ces acteurs tentent de se légitimer face à leurs adversaires politiques. Enfin, Héloïse Ney s'intéresse aux tensions que peuvent ressentir certains acteurs souhaitant offrir une alternative au modèle de la démocratie électorale. En s'appuyant sur une enquête ethnographique,
Elle analyse la mue du mouvement espagnol des indignés en un parti politique, Podemos. Elle met au jour la manière dont, dans leurs actions sur les places et les assemblées, les activistes et militants du mouvement s'accordent et ou s'opposent sur le sens à donner à une légitimité démocratique alternative et à la notion de représentation électorale. La troisième partie de l'ouvrage montre que la question de la légitimité ne se limite pas à la position des « aspirants gouvernants », mais se pose également par rapport à la conduite de l'action publique, celle-ci s'effectuant à plusieurs niveaux et étant le fruit de l'interaction entre de multiples acteurs. Le chapitre de Céline Parotte retrace l'histoire de la politique canadienne de gestion des déchets nucléaires depuis 1950. Ce secteur soulève en effet de multiples défis démocratiques en raison de l'incertitude qui pèse sur la nature de la politique et des répercussions temporelles lointaines qu'impliquent les décisions. L'auteur étudie l'évolution du gouvernement de ces déchets, qui passe d'une légitimité d'établissement vers une légitimité de proximité et de réflexivité. Le chapitre de Claire Dupuis et Virginie Van Ingelgom s'attache ensuite à cerner les implications de la superposition de plusieurs échelons de gouvernement sur les perceptions de la légitimité. Les auteurs comparent les données issues des European Election Studies, EES, depuis les années 1990 dans 5 pays européens: l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France et l'Italie. Elles analysent dans quelle mesure la légitimité des États-nations à gouverner les principaux problèmes publics s'évapore vers les échelons régionaux et européens. Le chapitre de Samuel Defax s'attelle enfin à la position des groupes d'intérêt dans la prise de décision collective. La légitimité de ces acteurs non étatiques fait en effet l'objet de nombreuses controverses scientifiques et sociétales, certains y voyant une courroie de transmission entre citoyens et institutions, et d'autres une capture de la chose publique. L'auteur développe 2 approches, l'une subjective, l'autre normative, pour appréhender la légitimité des groupes d'intérêt empiriquement. Dans la dernière partie de l'ouvrage, les contributions se proposent de saisir la légitimité telle qu'elle est perçue et vécue par les citoyens. Le chapitre de Camille Bedoc et Jean-Benoît Pilet s'appuie sur une enquête par questionnaire et des entretiens approfondis avec des citoyens français pour analyser la légitimité de différents potentiels décideurs publics, les citoyens tirés au sort, les élus, les experts et chefs d'entreprise. En d'autres termes, dans quel type de démocratie les citoyens souhaitent-ils vivre? Qui devrait selon eux prendre les décisions? Ils analysent le profil des personnes qui soutiennent ces différentes alternatives, et le caractère contradictoire et ou complémentaire de celle-ci avec le modèle électoral actuel. Hélène Hatzfeld propose ensuite de s'intéresser à la légitimité telle qu'elle est revendiquée par les citoyens dans de multiples interactions sociales, en tant qu'habitants, consommateurs ou parents d'élèves. Mobilisant une enquête originale menée à partir d'une analyse de la presse, de notices recueillies sur Internet et d'entretiens avec des personnes en prise avec un projet de réaménagement urbain, le chapitre explore comment ces prétentions à la légitimité participent à construire un nouveau rapport aux politiques. Enfin, le dernier chapitre s'intéresse aux expérimentations démocratiques qui associent des citoyens tirés au sort à la prise de décision publique. Sophie de Villers, Julien Vridag, Didier Caluwartz et Mine Rechamp analysent comment un public particulier, des personnes s'étant portées volontaires pour participer, mais non retenues comme participantes, évalue un panel citoyen à 3 niveaux. Celui de l'input, du throughput et de l'output, soit les critères de légitimité proposés par différents auteurs à propos de l'Union européenne. Dans le dernier chapitre conclusif, Nathalie Chiffino et Jérôme Jamin dressent des lignes de force, des tensions, des points de comparaison entre les différents chapitres de cet ouvrage et rappellent la prégnance de la notion au cœur des pratiques politiques contemporaines, ses évolutions et les difficultés méthodologiques pour l'appréhender. Référence. ABELES Monsieur, Anthropologie de l'État, Paris, Armand Collin, 1990. Anderson B., Imagine Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, Verso, 1983. Ballandier G., Anthropologie politique, Paris PUF, 1967. BALZACQT, BAUDEWYNSP, Jamin J., Legrand V., Payot, SCHIFFINON, Fondement de sciences politiques Louvain-la-Neuve, de Bock, 2014. Bastide P., L'idée de légitimité,
Annales de philosophie politique, 7 1967. BEETHAMD, The Legitimation of Power, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1991. Bropé, Sociologie politique, Paris LGDJ, 2011. Bourdieu P., La représentation politique. Éléments pour une théorie du champ politique, Acte de la recherche en sciences sociales, 36 à 37, pp 3 à 24, 1981. Bourdieu P. Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982. Campbell A. L., Policy Makes Mass Politics, Annual Review of Political Science, 15 pp 333 à 351 2012. Cardon D., Heurtin J.P., Le mieux c'est parler en public Politics, 331, pp 5 à 19 1995. Castoriadis C., La montée de l'insignifiance. Les carrefours du labyrinthe, 4, Paris, Seuil, 1998. Céphale, La construction des problèmes publics. Définition de situation dans des arènes publiques, Réseau, 14-5, pp 43 à 66, 1996. Cohen A., Lacroix B., Rioutort P., Nouveau manuel de sciences politiques, Paris, La découverte 2009. CROUCHC, Post-démocratie, Bienne Paris, Diaphane 2013. Dalton R.J., WELZELC dire, The Civic Culture Transformed. From Allegiant to Assertive Citizens, New York, Cambridge University Press 2014. Daméel, Delmotte F., Les dialogues citoyens de la Commission européenne. Renforcer l'appartenance ou confirmer l'impuissance? Politique européenne, 62, pp 120 à 150 2018. Delmotte F., La légitimité de l'Union européenne, une affaire de bon sentiment? Réflexion sur l'appartenance à la communauté politique. Revue internationale de politique comparée, 15-4, pp 541 à 554 2008. Deloy Y, IHLO, Le recrutement plutocratique du personnel politique, in Deloy Y, IHLO Ondir, L'acte de vote, Paris, Presse de Sciences Po, Col. Référence, pp 459 à 493 2008. Dogan Monsieur, La légitimité politique. Nouveauté des critères, anachronisme des théories classiques, Revue internationale des sciences sociales, 296, pp 21 à 39 2010. Duchesne S., Citoyenneté, nationalité et vote, une association perturbée, Pouvoir 120, pp 71 à 81 2006. Durand P., Légitimité, droit et action publique, l'année sociologique, 59-2, pp 303 à 344 2000. Foessel Monsieur, Légitimation de l'État. De l'affaiblissement de l'autorité, à la restauration de la puissance. Esprit 313 mars 2005. FOSSENT, Taking Stance, Contesting Commitments, Political Legitimacy and the Pragmatic Turn, The Journal of Political Philosophy 21-4, pp 426 à 450 2013. Foucault Monsieur, Surveiller et punir, Paris Gallimard, 1975. GELLNERE, Nation et nationalisme, Paris, Payot, 1989. Baudelier Monsieur, Au fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend l'anthropologie, Paris, Albin Michel 2007. Baudelier Monsieur, Qu'est-ce qui fait une société, in Dortier J.F. dire. Révolution dans nos origines Auxerre, édition Sciences Humaines, Col. Essai, pp 222 à 232, 2015. GOYARDF à BRES, La légitimité, Revue de théologie et de philosophie 122, pp 235 à 252, 1990. GUSFIELDJ, La culture des problèmes publics. L'alcool au volant, la production d'un ordre symbolique, traduction française et postface de Daniel Céphale, Paris Economica, Col. Études sociologiques, 2009. Habermas J, Raison et légitimité. Problème de légitimation dans le capitalisme avancé, Paris, Payot, 1988. Hatzfeld H, Les légitimités ordinaires, au nom de quoi devrions-nous nous taire, Paris l'Harmattan 2011. LD, Models of Democracy, Stanford University Press 2006. Hobsbawm, Ranger T, The Invention of Tradition, Cambridge University Press 1983. Jacquet V, REUCHAMPS Monsieur,
les méthodologues de la démocratie délibérative. Entre activisme citoyen et recherche scientifique au sein du G1000 et du G100, Participation 316, pp 45 à 65 2017. Jacob S., GENARDJL, L'État et les savoirs experts, la production cognitive en mutation, in Jacob S., GENARDJL NDIR, Expertise et action publique, Bruxelles, édition de l'Université de Bruxelles 2004. L'agroagie, la légitimation, in Traité de sciences politiques, Paris PUF, 1 pp 395 à 467, 1985. L'agroagie, François B. Savikiev, Sociologie politique, Paris, Presse de Sciences Po et Dalloz, 2012, 6e édition. L'ECAGI, sur la gouvernance démocratique, entre théorie et méthode de recherche empirique, Politique européenne, 1 pp 108 à 129, 2000. Le Gavre JB, La quête des origines. Retour sur la fondation de la communication politique experte en France, question de communication, 1-7, pp 323 à 344, 2005. Manin B, Volonté générale ou délibération. Esquisse d'une théorie générale de la délibération politique, Le débat, 33, pp 72 à 94, 1985. Manin B, Principe du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, 1996. MANSBRIDGEJ, Should Black Represent Black and Women Represent Women? À contingent Yes, The Journal of Politics, 61.3, pp 628 à 657, août 1999. Moufse on the Political, London, New York, Routledge 2005. Norris P., Democratic Deficit. Critical Citizens Revisited, Cambridge, Cambridge University Press, 2011. Ogien A., l'OGS, Le principe démocratie. Enquête sur les nouvelles formes du politique, Paris, La découverte 2014. Papadopoulos Y., Democracy in Crisis. Politics, Governance and Policy, Basingstoke, Palgrave Macmillan 2013. Faro P., Les conditions de légitimité des actions publiques, Revue française de sociologie 31.3, pp 389 à 420 1990. Prado JP, Platon et la Cité, Paris PUF 2010. RANCIEREJ, La mésentente. Politique et philosophie, Paris Galilée, 1995. REHFELDA, The Concept of Constituency. Political Representation, Democratic Legitimacy and Institutional Design, Cambridge, Cambridge University Press, 2005. REHFELDA, Towards a General Theory of Political Representation, Le Journal of Politics, 68.1, pp 1-21, février 2006. Rioutort P., Mise en scène du pouvoir politique, in Coena, Lacroix B. Rioutort P., Nouveau manuel de sciences politiques, Paris, La découverte, pp 555 à 568, 2009. Rosan Vallon P., La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Paris, Seuil 2008. Rosan Vallon P., Le bon gouvernement, Paris, Seuil 2015. Ruiz, Quand l'individu se débat avec le citoyen. Langage de l'engagement et effet de la participation institutionnalisée. In Carrel Monsieur, Neveu C., Yonji dire, Les intermittences de la démocratie. Forme d'action et visibilité citoyenne dans la ville, Paris, L'Harmattan, pp 77 à 89, 2009. SAURUGGERS, Théorie et concept de l'intégration européenne, Presse de Sciences Po, Col. Référence 2010. SAWARD Monsieur, Authorization and Authenticity, Représentation and the Unelected, The Journal of Political Philosophy 17.1, pp 1-22 2009. SCHARPFF, Gouverner l'Europe, Paris, Presse de Sciences Po 2000. SCHARPFF, Legitimacy in the Multilevel European Polity, European Political Science Review 1-2, pp 173 à 204 2009. Schneider SG, La légitimité des systèmes politiques, l'espace public et les médias. Une étude comparée des discours de légitimation en Allemagne, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Suisse, Politique et Société 27.2, pp 105 à 136 2008. Scott J.C., La domination et les arts de la résistance. Fragment du discours subalterne, Paris, édition Amsterdam 2009.
Sternberg C. The Struggle for EU Legitimacy. Public Contestation, 1950 à 2005, Berlin Springer 2013. URBINATIN, Warren M.E. The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory, Annual Review of Political Science, 11 pp 387 à 412 2008. Weber Monsieur, Économie et Société 1. Les catégories de la sociologie, Plomb Pocket, Agora, 1995. Partie 1. La LE accent aigu GIMITE accent aigu comme idéal. Chapitre 1. Juger la démocratie à ses résultats. Juliette Roussin. Université Laval. 1. Introduction. Qu'est-ce qui confère sa légitimité à la démocratie en tant que mode d'organisation du pouvoir politique? Autrement dit, sur quoi l'obligation générale des citoyens d'une démocratie d'obéir aux lois qui y ont cours se fonde-t-elle? Dans nos représentations courantes, la démocratie s'impose souvent comme un régime politique doué de valeurs, et à la différence d'autres régimes, elle garantit aux personnes sur qui le pouvoir politique s'exerce un certain contrôle sur les fins que ce pouvoir poursuit et sur la manière dont il le fait. Historiquement, cette idée a longtemps trouvé un prolongement naturel dans la supposition qu'un tel contrôle allait en retour offrir au sujet une plus grande assurance contre la tyrannie ou la domination politique que le gouvernement d'un seul ou de quelques-uns. Selon cette perspective, la valeur de la démocratie tiendrait à la capacité de ses membres de poursuivre le bien commun ou d'œuvrer dans un sens favorable à l'ensemble de la communauté politique, et non pas simplement à quelques-uns. Si le phénomène de la tyrannie de la majorité, observé et théorisé dès l'instauration de régimes se réclamant de la démocratie au tournant du XVIIIe siècle, force à récuser l'idée naïve, incantatoire, d'une conjonction nécessaire entre le nombre et la raison, l'espoir d'établir les conditions d'une implication mutuelle entre bon gouvernement et organisation démocratique du pouvoir n'a toutefois cessé d'animer les penseurs démocrates. Les justifications épistémiques de la démocratie apparues dans le champ de la philosophie politique normative depuis le milieu des années 1980, Cohen 1986, Coleman, Ferrejohn 1986, Estlund, Waldron, Groffman et al. 1989, Estlund 1998, Marty 2006, Nelson 2008, Landemort 2012, Aubert 2012, Estlund Landemort 2017 sont les héritières de cet espoir. Selon ces approches, la légitimité de la démocratie dépend au moins en partie du fait que ceux qui y détiennent et y exercent le pouvoir politique, c'est-à-dire les citoyens et leurs représentants, sont les mieux placés pour parvenir à la reconnaissance des normes politiques selon lesquelles la communauté politique doit se conduire et pour y conformer leurs décisions politiques. Ces normes peuvent renvoyer à des principes de justice ou du bien commun, être tenues pour universelles ou universalisables, ou spécifiques au contraire à la communauté politique concernée. En deçà de ces différences importantes, les justifications épistémiques de la démocratie défendent toute l'idée selon laquelle les modes de choix et de contrôle démocratique, en conférant aux citoyens et à leurs représentants le pouvoir de décider de la conduite des affaires communes, favorisent l'extraction de meilleurs jugements politiques sur ce qu'il convient collectivement de faire. Les justifications épistémiques de la démocratie se distinguent par là d'une autre grande famille de justifications, dites procédurales, morales ou intrinsèques, Dahl 1979, Waldron 1999, Griffin 2003, Urbinatis Affon 2013. Celle-ci systématise la première intuition sur la valeur de la démocratie que nous citions, mais en la décorrélant de toute hypothèse sur la capacité ou la tendance des citoyens à user de leur pouvoir à bon escient. La démocratie est alors tenue pour légitime, en tant qu'elle donne une part ou une voix égale à chacun dans l'administration des affaires communes, notamment via la tenue d'élections régulières au suffrage universel majoritaire et l'instauration d'un gouvernement représentatif et responsable. Ce n'est pas la qualité de la voix portée qui justifie l'organisation démocratique. Ici, la démocratie tire sa valeur de ce qu'elle reconnaît en principe à chacun l'occasion égale de faire entendre et peser son opinion politique, quelle que soit celle-ci. En comptant également les voix, en donnant à chacun sa part, elle témoigne un respect égal à tous les citoyens, parce qu'elle reconnaît à chacun un droit égal de participation à l'administration des affaires qui les concernent tous, Waldron 1999,
mais également un droit de regard ou de contrôle sur la façon dont elles sont effectivement administrées. Przeworski, Stokes, Manin 1999, Petit 2012. Que les jugements politiques exprimés par les citoyens, à titre individuel ou dans leur détermination collective, soient bons ou mauvais, éclairés ou ignorants, n'a dans ce cadre aucune incidence sur l'estimation de la légitimité démocratique des décisions collectives. On perçoit par contraste que les défenses épistémiques de la démocratie représentent des formes plus ambitieuses, mais aussi plus fragiles, de justification. En suspendant la légitimité démocratique à la capacité collective des citoyens de formuler de bons jugements politiques, elles semblent constamment courir le risque de la réfutation empirique. Quels que soient les mérites des justifications intrinsèques ou procédurales par ailleurs, celles-ci ont au moins pour elles de découler d'une base morale ou politique difficilement contestable, le respect égal dû à chacun en tant que citoyen. L'enjeu pour les justifications épistémiques de la démocratie est donc double. Il s'agit à la fois de définir les conditions épistémiques de la légitimité démocratique, et de fournir les raisons pour lesquelles il importe, fondamentalement, de s'assurer que ces conditions sont effectivement réalisées. Pour le dire autrement, si la démocratie est légitime dans la mesure où ses membres entretiennent une certaine relation épistémique avec les principes de la justice ou du bien commun, et s'il est loin d'être avéré qu'ils entretiennent une telle relation, pourquoi faudrait-il travailler à cultiver celle-ci plutôt que préférer, tout simplement, un régime satisfaisant mieux que la démocratie les conditions épistémiques de la légitimité? Dans les pages qui suivent, je vais chercher à montrer qu'il n'est pas possible de bâtir une théorie de la légitimité démocratique sur la seule base d'arguments épistémiques. Même si ces derniers jouent un rôle secondaire important dans l'établissement de la valeur de la démocratie, le choix de la démocratie de préférence à d'autres régimes ne semble pouvoir s'imposer qu'en faisant appel à des considérations non épistémiques, mais morales ou politiques, sur le statut de citoyen libre et égal et la reconnaissance qui lui est due. Bien plus, c'est sur la base de ces considérations que la réalisation des conditions épistémiques favorables à la démocratie peut à son tour être présentée comme un facteur de légitimité du régime. Ceci apparaît à l'examen des deux grandes logiques argumentatives, qui président habituellement aux défenses épistémiques de la démocratie. La première repose sur la thèse positive de la supériorité épistémique de la démocratie sur les autres régimes. La seconde justifie négativement la démocratie à partir de l'impossibilité de prouver la supériorité morale ou intellectuelle de quiconque en matière politique. On verra que la première thèse s'avère inopérante dans les moments critiques, et appelle par conséquent une justification supplémentaire des procédures de la démocratie. Quant aux justifications fondées sur la seconde prémisse, prise en elle-même, elles posent des conditions de légitimité très faibles qui s'avèrent dans la plupart des cas impuissantes à contrer les prétentions d'autres régimes à la légitimité. Ce n'est qu'une fois arrimées à une justification morale ou intrinsèque de la démocratie qu'elles peuvent être porteuses d'exigences démocratiques radicales. 2. La supériorité accent épistémique de la démocratie. Pour établir la légitimité de la démocratie comme régime politique, une défense épistémique peut s'appuyer sur la thèse positive de la qualité épistémique, absolue, ou de la supériorité épistémique, relative, de la démocratie. Elle prend alors l'une des formes suivantes. A. La démocratie est légitime au regard de critères épistémiques. P1. Un régime politique est légitime si de bonnes décisions politiques tendent à y être prises et appliquées. P2. En démocratie, de bonnes décisions politiques tendent à être prises et appliquées. C'est donc, la démocratie est légitime. Ou A. La démocratie est plus légitime que d'autres régimes au regard de critères épistémiques. P1. Dans un régime politique, plus de bonnes décisions politiques tendent à être prises et appliquées, plus la légitimité de ce régime est grande. P2. La probabilité pour que de bonnes décisions politiques soient prises et appliquées est plus grande en démocratie que dans d'autres régimes. C'. Donc, la démocratie est plus légitime que d'autres régimes politiques. Dans les deux versions de cet argument épistémique, la légitimité d'une organisation politique dépend de la qualité générale des décisions politiques et de leur mise en œuvre. Que faut-il entendre par bonne décision politique ?
De façon classique, on peut considérer que la qualité d'une décision politique tient à 3 ingrédients Girard 2019. Sa validité factuelle ou sa conformité technique, son bien-fondé normatif, sa prudence, son adaptation aux circonstances. Les justifications épistémiques de la démocratie insistent particulièrement sur le deuxième élément. Une bonne décision politique est certes informée et prudente dans le choix des moyens de sa mise en œuvre, mais elle se conforme surtout à certains critères normatifs, à des principes politiques qui définissent la façon dont une communauté politique doit se conduire. Pour des raisons qui s'éclairciront plus loin, cependant, les approches épistémiques qui adoptent cette conception normative de la décision ou du jugement politique ne livrent généralement pas de caractérisation substantielle des critères qui permettraient d'en évaluer la qualité. Les bonnes décisions politiques sont alors comprises, de façon formelle, comme celles qui se conforment à une idée du bien commun ou à des principes de justice dont la définition est laissée en suspens. On remarque que dans les deux versions de l'argument, la première prémisse, P1, définit la performance épistémique, absolue ou relative, d'un régime, sa capacité à engendrer de bonnes ou de meilleures décisions politiques, comme une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante, de sa légitimité. Les justifications épistémiques de la démocratie ménagent par là la possibilité qu'un régime dans lequel se prennent les meilleures décisions politiques ait encore à respecter d'autres conditions, ne portant pas sur le contenu de ces décisions, pour être pleinement légitime. Le droit et les chances égales pour tous de fonder ou de rallier un mouvement d'opposition politique, par exemple, ou de façon plus générale, le caractère acceptable de ces modes de détermination collective, Estlund 2011. C'est la thèse positive contenue dans la seconde prémisse, et plus particulièrement dans sa seconde version, P2, plus exigeante, qui nous intéresse pour le moment. Cette prémisse affirme la supériorité épistémique de la démocratie par rapport à d'autres régimes. Plus précisément, elle soutient que la démocratie, en tant qu'elle se caractérise par certains traits et procédures spécifiques de détermination collective, tend à favoriser la prise de meilleures décisions politiques que d'autres régimes. En particulier, le fait que les décisions soient prises en démocratie sous le contrôle du plus grand nombre de ceux auxquels elles s'appliquent, dans des conditions égalitaires d'inclusion, d'information et de discussion et au moyen de règles de décision elles-mêmes inclusives, égalitaires et mettant en œuvre une forme ou une autre du principe de majorité, est perçu comme un facteur déterminant de la qualité de ces décisions et de leur supériorité par rapport aux choix politiques opérés par d'autres régimes. Une presse libre, la publicité des débats, le vote au suffrage universel égal, le principe de majorité et d'opposition politique, la tenue d'élections régulières, un système de représentation et de responsabilité politique, l'accès à des procédures récursives de contrôle, petit 2012/215, telles que la saisie d'une cour constitutionnelle ou des apostrophes. Un défenseur des droits figure parmi les traits caractéristiques possibles du régime démocratique qui doivent permettre, selon la thèse positive, la prise de meilleures décisions que dans d'autres régimes. Pour plus de systématicité, on peut distinguer deux grands types d'arguments à l'appui de la supériorité épistémique de la démocratie. Le premier consiste à montrer que dans certaines conditions, plus les décideurs sont nombreux, plus la décision qu'ils prennent ensemble a de chances d'être bonne. On peut qualifier ce premier type d'argument d'individualiste, dans la mesure où la performance épistémique du groupe est présentée comme une pure fonction de la compétence individuelle des membres. C'est l'argument notoirement avancé par Condorcet, dans son théorème du jury, en 1785. Ce théorème s'appuie sur la loi des grands nombres. Il pose que si certaines hypothèses sont vérifiées, et notamment si chaque membre d'un groupe donné dispose d'une capacité de jugement ou d'une compétence suffisante, telle qu'il ait plus d'une chance sur deux de juger conformément à la vérité, alors plus le groupe est nombreux, plus la probabilité est grande qu'il prenne de bonnes décisions collectives lorsqu'il se détermine à la majorité des voix, Condorcet 1986/29. Par exemple, si chaque individu a une probabilité de 0,6 de trouver la bonne réponse à une question donnée, alors la probabilité pour que plus de la moitié des votants trouvent la bonne réponse dans un groupe composé de 3 personnes est de 0,64, de 0,75 dans un groupe de 9, et de 0,98 dans un groupe de 100, l'ADA 1992/618-619. Autrement dit, quand les individus ont plus d'une chance sur deux de prendre la bonne décision,
La majorité tend à l'infaillibilité à mesure que le groupe comprend davantage de membres. Le théorème du jury a logiquement attiré l'attention des défenseurs contemporains de la démocratie épistémique, Estlund, Waldron, Grofman 1989, Estlund 1994, List, Goodin 2001, Goodin, Speakerman 2018. Il semble de fait offrir la démonstration mathématique de la supériorité épistémique du gouvernement du plus grand nombre sur la monarchie et l'aristocratie, fût-elle éclairée. Dans l'esprit de Condorcet en effet, le théorème a bien vocation à s'appliquer aux questions politiques, et non pas seulement aux situations dans lesquelles un jury a à se prononcer sur l'occurrence ou non d'un fait passé. Chaque membre de l'Assemblée participant à la décision collective est alors tenu de produire un jugement qui se conforme aux principes du droit naturel, Condorcet 2009, selon les termes du philosophe. Le théorème du jury établit donc que, pourvu que les citoyens soient suffisamment éduqués et informés sur les matières politiques et qu'ils soient capables d'un jugement réfléchi, alors la démocratie tend plus probablement que tout autre régime à prendre des décisions politiques justes et rationnelles. À l'évidence, cependant, l'argument s'accompagne d'une importante réserve. La validité du théorème repose sur la vérification d'hypothèses contraignantes sur le contexte social et épistémique de la décision. En particulier, la compétence individuelle des votants est une condition nécessaire pour que la conclusion du théorème soit valable, et l'adoption d'un mode démocratique de décision, justifiée, si les citoyens se révèlent individuellement trop ignorants ou trop déraisonnables, alors les effets du théorème s'inversent, et il devient absurde de rien faire décider à la pluralité des voix. Condorcet 1986/81. La supériorité épistémique de la démocratie et par suite, la légitimité de ce régime politique, dépendent donc, entre autres choses, du degré de compétence politique dont les citoyens sont susceptibles à titre individuel. Et il n'y a aucune raison de penser que cette compétence est a priori suffisamment élevée pour justifier l'instauration d'un régime démocratique, de préférence à une aristocratie de l'intelligence par exemple. L'autre grand type d'argument à l'appui de la supériorité épistémique de la démocratie cherche à éviter cette conclusion inquiétante, en déplaçant l'attention de la compétence individuelle aux conditions d'apparition d'un jugement politique collectif avisé. Dans ces arguments, que l'on pourra dire émergentistes plutôt qu'individualistes, la compétence politique est envisagée comme une propriété émergente du groupe, Landemort 2012. Il suggère que dans certaines conditions démocratiques favorables, la formation d'un jugement collectif valide est possible, même quand les participants à la décision sont doués d'une faible compétence politique individuelle au départ. Certains arguments s'appuient sur les vertus de la diversité cognitive et expérientielle à l'intérieur d'un groupe, page 2008, Landemort 2012, pour une perspective historique, voir Robert 2008. Suivant une idée qu'on trouve déjà chez Aristote, Machiavel ou Mill, la multiplicité et la diversité des décideurs, venus d'horizons variés et abordant le problème qui leur est posé depuis leur perspective et avec leurs connaissances partielles, sont présentés comme contribuant à une vision plus complète et équilibrée de la situation. Certaines études empiriques semblent confirmer que dans certaines situations, un groupe divers est mieux placé qu'un seul individu ou qu'une équipe homogène de spécialistes pour prédire un résultat ou trouver la bonne réponse à une question donnée. Hong, page 2004, Surowiecki 2008. Sans insister nécessairement sur la diversité de vues, certaines théories de la démocratie délibérative soutiennent quant à elles que la délibération, si elle se déroule dans les conditions appropriées, favorise l'émergence de jugements collectifs bien pesés sur ce qu'il convient collectivement de faire. Estlund 2005, Marty 2006, Fishkin 2011, Habermas 2012. Le raisonnement qui sous-tend l'argument est ici que l'échange d'informations et de raisons entre les citoyens, tel qu'il peut avoir lieu dans le débat public, dans les forums de discussion en ligne ou suivant des règles plus formelles, au sein d'une assemblée législative, conduit à affiner les jugements politiques. À l'épreuve de la discussion, les perspectives se croisent, les fausses informations se révèlent, les arguments approximatifs se précisent, les considérations irrecevables cèdent sous le poids des raisons contraires, si bien que des participants même modérément compétents au début de la discussion peuvent parvenir, lorsqu'elle s'achève, à la formulation d'un jugement davantage fondé, informé et réfléchi. Manin 1985. En vertu de cette logique délibérative,
Les décisions politiques prises par un groupe à la suite d'une délibération collective peuvent être présumées meilleures que celles qui auraient uniquement résulté de l'agrégation des préférences brutes du plus grand nombre ou de la réflexion solitaire d'un seul. 3. Faiblesse de la thèse positive. La première objection qui vient à l'esprit, face aux formes positives de justification épistémique de la démocratie, est sans doute que les deux arguments mobilisés pour démontrer la supériorité épistémique du régime ne sont pas corroborés par les faits. L'argument individualiste achoppe rapidement au constat, complaisamment documenté par les sciences politiques et économiques depuis les années 1950, de l'incompétence politique moyenne des électeurs dans les démocraties contemporaines. Berelson, Lazarsfeld, McPhee 1954, Campbell, Converse, Miller et al. 1960, Converse, Pierce 1986, Deli Carpini, Kitter 1996, Lowe, Redlowsk 2006, et de leur propension à voter de manière irrationnelle, Kaplan 2007, incohérente ou paradoxale au vu de leurs intérêts présumés, Roemer 1998, Walsh 2012. Des études ont montré par exemple que 28% des électeurs français croient que le Premier ministre a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale quand 41% d'entre eux pensent que les députés sont élus au scrutin proportionnel, Chiche, Hegel 2002, ou encore ce qui est de nature à altérer davantage la qualité prudentielle et normative du jugement politique, que 40% des électeurs états-uniens se trompent dans l'appréciation de la part de certaines dépenses dans le budget national, en surestimant systématiquement la part des aides sociales. Kaiser Family Foundation, Harvard School of Public Health 1994. Plusieurs travaux de chercheurs états-uniens, de même, ont récemment documenté le paradoxe qui voit les électeurs les plus pauvres apporter leur soutien à des programmes politiques qui, en promettant de réduire les impôts des grandes entreprises ou d'abolir les réglementations environnementales, risquent d'accroître encore leur vulnérabilité. Frank 2005, Gelman, Park, Shore et al. 2008, Hochschild 2016. Les arguments émergentistes s'exposent à un démenti semblable. Plusieurs études empiriques sur la délibération ont montré que l'échange de vues et d'arguments, au moins dans les conditions non idéales qui caractérisent les démocraties réelles, ne favorise pas nécessairement la révision des jugements à la lumière de faits nouveaux et de raisons pertinentes. Non seulement les logiques de prestige social et d'autorité morale peuvent être difficiles à neutraliser dans les faits, et saboter en partie le processus d'égalisation dans la prise de parole qui est une condition préalable de la délibération. Sanders 1997. Mais certaines particularités dans le déroulement de la délibération collective semblent s'opposer à ce qu'elle porte les fruits que la théorie en attend. D'une part, on constate que pour remédier à l'inconfort de la dissonance cognitive introduite par une information qui entre en conflit avec leur système de valeurs et de pensée, les participants à la délibération cèdent sans y prendre garde au phénomène connu en psychologie sous le nom de biais de confirmation. Nickerson 1998, Schultz, Hart, Frey, Ludgens et al. 2000, Hart, Igli, Lindberg et al. 2009. Ils sélectionnent spontanément les éléments qui dans cette information peuvent être interprétés comme confirmant leur opinion première et ignorent ceux qui la mettent en question. D'autre part, dans certains cas, le cadre même de l'échange délibératif peut inciter les participants à s'en tenir à leur opinion première, voire à radicaliser leur position. Sunstein 2002. Chacun sort ainsi d'un débat sur le contrôle des armes, ou sur la bioéthique conforté dans sa position de départ. Faut-il en conclure que les justifications épistémiques positives sont de pures chimères ? D'une part, le fait que les arguments individualistes et émergentistes ne parviennent pas à rendre compte des bons résultats de la démocratie, ne signifie pas que ceux-ci soient inexistants. Historiquement, le bilan des démocraties peut apparaître globalement et sur le long terme largement préférable sur le plan moral, à ceux des régimes concurrents. Il semble assez manifeste que les atteintes les plus nombreuses et les plus graves aux droits fondamentaux se produisent en grande majorité dans les régimes dictatoriaux et autoritaires, même si les démocraties ne sont pas sans reproche, voir par exemple Human Rights Watch 2018, Amnesty International 2018, Freedom House 2019. De même, toutes sortes d'études économiques et historiques font état du niveau plus élevé d'éducation, de croissance, de revenus par habitant ou d'une meilleure protection de l'environnement dans les régimes démocratiques. Winslow 2005, Acemoglu Robinson 2006, Acemoglu Johnson, Yared et al. 2008.
Les citoyens des démocraties ont beau manquer de la compétence politique définie par la science politique, la pression que leur permettent d'exercer sur leurs dirigeants la garantie de leurs droits politiques de participation, d'association, d'information, de manifestation, ainsi que le principe d'un gouvernement élu, représentatif et responsable devant eux, semble jouer un rôle de dissuasion sans équivalent. D'autre part, il importe de se rappeler que les justifications épistémiques positives n'ont par définition pas vocation à décrire les démocraties existantes, ni encore moins à chercher ce qui en elles pourrait servir à les légitimer. Leur perspective normative sur la démocratie vise à en identifier les conditions de légitimité. Selon cette perspective, pour qu'une démocratie soit légitime, il faut qu'elle tende à engendrer de bons résultats politiques et pour cela, il faut que ses membres manifestent un certain degré de compétence politique et ou que les décisions politiques résultent d'une délibération publique rationnelle. Le fait que les démocraties existantes ne parviennent pas à respecter ces conditions, et mènent des politiques que l'on peut juger médiocres ou alarmantes d'un point de vue moral est certainement un problème, mais c'est un problème pour les démocraties, cela ne constitue pas une preuve de l'invalidité des justifications épistémiques. L'observation empirique pourrait disqualifier ces justifications, si les conditions sur lesquelles elles reposent se révélaient impossibles à satisfaire. Or, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.